Xavier. Bonjour. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film « Risque de chance », traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot « crise ». Sa vocation à ce livre-film, c'est d'aider à faire naître celle des autres. Le cœur du message, c'est « Rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais sais-tu quelle est-elle ?» La mienne d'histoire et les vôtres partagées en résilience. La thématique, elle est très ouverte et elle est portée par chaque personnalité très différente que j'interviewe. Alors, cher Xavier, baigné par la Corse résistante de tes parents, peux-tu me dire s'il te plaît quel est le plus beau risque dans la vie ? Le plus beau, c'est difficile à choisir ça. Parce que ça dépend des circonstances et de l'âge. Je n'aurais pas répondu la même chose à 30 ans et maintenant que j'en ai 80. Le plus beau risque que j'avais, bien entendu, c'était l'aventure de Médecins sans frontières quand j'étais... et de franchir le pas. Mais c'était l'époque en quelque sorte de l'initiation, si tu veux. Et ça veut dire que je quittais un paysage familier des miens, de ceux qui m'aimaient, de mon environnement qui était à la fac, des camarades, pour aller dans une précarité d'inconnu, où il y a des risques, mais des risques à la fois réels et fantasmés, et donc de commencer le saut dans l'inconnu. Mais en même temps, j'étais extrêmement excité. C'était un des plus beaux risques. Après, les risques, c'est de se lancer toujours dans une histoire où tu n'as pas de précédent. Quand j'ai fait le salut social, par exemple, tout était prêt jusqu'au, comme disait en 1870, il manque pas un mouton de guêtre, disait le ministre de la guerre, au moment de la guerre de 70, mais il ne manquait pas un trombone. Puis un jour, Chirac m'a dit, un soir, le 23 novembre 1993, il m'a dit « Tout bip, c'est pour ce soir ». Et c'était un saut dans l'inconnu, parce qu'il avait invité toutes les télés, toutes les radios, au dispensaire de rue René-Coty, en attendant de lancer, avec le premier appel, la première équipe, je peux te dire que voilà, c'était un risque que lui savait faire, mais que moi, j'étais bien obligé de suivre. Et bien entendu que j'étais pas prêt, bien entendu que tout n'était pas, mais bien entendu il fallait se lâcher. On y était. Et c'était un beau risque, puisque la suite l'a prouvé, c'est devenu une institution. Donc chaque fois que tu es dans l'inconnu, que tu ne peux pas trouver quoi que tu fasses de précédent, tu es au bord de la crise en somme, tu es dans le grand bain. Et puis il faut savoir que c'est le moment du risque. Parce que tu ne peux pas le faire à moitié. Tu ne peux pas plonger en t'agrippant encore au bord, tu vois. Et il y avait un auteur que plus personne ne lit, qui s'appelait Arthur Koestler. Dans Croisade sans croix, son héros, chaque fois qu'il tente quelque chose, il dit, son mot fétiche, c'est « Bon, mais après tout, pourquoi pas ?» C'est-à-dire couper les ponts. Après tout, pourquoi pas? Bon, on verra bien. Et à chaque fois, j'ai accumulé des beaux risques, mais différents selon les époques de ma vie, tu vois. Et je ne le regrette pas. Les anciens parlaient d'un petit dieu de la baraka, petit dieu Kéros. C'était le dieu de la chance, et le dieu du temps aussi, du temps et de la chance. Le dieu Kéros, il était chauve, sauf une mèche sur le devant. Il fallait le reconnaître, et quand il passait, il fallait l'attraper par la mèche. Parce que tu n'as pas de deuxième prise, c'est ça que ça voulait dire. Si tu rates cette prise-là, derrière, il n'y a plus de cheveux pour s'accrocher au petit dieu. Et j'ai vu volter le petit dieu Kéros autour de moi tout le long de ma vie. Il y a des fois où je n'ai pas su l'attraper, pas su le reconnaître.
Mais c'est ça le risque. C'est d'identifier la chance quand elle passe et d'avoir l'audace de la prendre. Dans ce risque, qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire plus grand que toi? C'est d'avoir conscience que pour la première fois, c'est irréversible. C'est ça qui est plus grand que toi. C'est qu'il n'y a rien à négocier quand tu prends ce risque. Tu prends, tu prends pas. Dans le fond, c'est binaire, hein, c'est la vie tragique. Parce que Arthur Koestler définit deux vies, deux sortes de vies, la vie tragique et la vie triviale. La vie triviale, c'est la vie de tous les jours où il y a un petit choix, comme ça, puis tu peux revenir en arrière. C'est la vie qu'on mène tous. Et la vie tragique, c'est la vie des grandes catastrophes, c'est la vie des grands événements. Tu t'engages dans la résistance, ou tu t'engages d'ailleurs dans la collaboration, mais tu fais un choix. Un choix, c'est l'un ou l'autre. C'est la vie tragique. Si tu restes neutre, tu restes dans la vie triviale. Mais la vie tragique, c'est de faire un choix de vie. Où est ta vie? Évidemment, tout le monde a envie d'être dans la vie tragique. C'est pour ça que les gens font des métiers comme ambulancier, comme anesthésiste réanimateur, comme pompier. Parce que tu as l'impression d'évoluer dans la vie tragique, tu vois, qui donne du sens à ta vie. Et tu as l'impression de vaincre la mort, en quelque sorte. La mort des autres, mais en même temps, de te sortir plus grandi. La vie tragique inclut que tu risques ta vie, pas seulement la vie des autres. C'est rare. Mais d'un autre côté, c'est des modèles. Et tout le monde a envie d'être des héros, quoi. Et le comble du dandysme, c'est d'évoluer dans la vie tragique avec les comportements de la vie triviale. Mais j'ai aimé, comme les gens, comme tout le monde, être dans la vie tragique. Elle se présente rarement. Mais est-ce qu'on est à la hauteur de la vie tragique? Où ta vie est l'enjeu. Pas fréquent, mais c'est ça aussi, quand il faut choisir. Tu peux pas choisir quand tu connais le scénario. Je fréquentais beaucoup le café du coin, les bistrots de quartier. Et autour du zinc, je n'avais connu que des héros, bien entendu. Tu es un héros quand tu connais le scénario. Mais quand tu ne connais pas le scénario, quand tu vas dans l'inconnu et que tu es obligé d'avoir les comportements de la vie tragique, c'est là ce qui te grandit. C'est là ton courage. Quelle est pour toi ta réelle contribution au monde, ta mission, ta vocation? C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Parce que tu ne sauras jamais quelle était ma contribution. J'ai su fabriquer des outils, j'ai su enseigner et être convaincant. Mais quelle est ma contribution? Peut-être que j'ai semé quelques petites graines, mais ma contribution, bien malin qui peut le dire, et certainement pas moi. Je sais que je rencontre, maintenant que je suis vieux, que je risque rien, je rencontre des gens, c'est formidable tout ce que vous avez fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Sinon d'avoir rencontré Kéros, d'avoir eu la baraka, d'être au bon moment, au bon endroit, avec des gens qui... j'ai l'impression que j'avais... Tu sais, les gens, au plus profond de leur loyauté, parce qu'il faut être loyal avec ça, mais c'est difficile d'être loyal avec soi-même, hors des clichés. Tu sais, quand on est loyal, ce qu'on se dit, je suis un usurpateur. Pourquoi? Parce que tu dis, j'ai été infra par rapport à ce que je considérais comme une mission. J'aurais pu faire 10 fois mieux, mais j'avais un public, en tout cas, les gens me regardaient.
Non, tu es forcément un dilettante. Les héros sont morts, ils ne rentrent plus à la maison. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même qui te donne le goût de vivre? Alors c'est une question que je ne me suis pas posée, ça. Je sais que le grand néphrologue qui s'appelait Amburger a écrit un livre, je crois que c'est lui ou Robert Debré, un des grands médecins de toute façon, un des grands mandarins comme dans le temps. Il a écrit un livre dont le titre m'avait fait rêver, L'honneur de vivre. Et c'est un honneur en fait de pouvoir intervenir dans le monde et d'avoir une toute petite part pour contrer la fatalité. L'honneur de vivre, tu comprends. Mais du coup, tu te dis que tous les hommes sur la Terre ont une ombre portée. Petite ombre pour certains, grande ombre, mais on marche avec le sens que tu avais, un sens aussi minuscule soit-il. Face au difficile, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Mais bien entendu, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu poursuis un objectif, puis tout d'un coup, c'est sur le côté que ça se présente. On raconte, paraît-il, que les gens trouvaient une solution à laquelle ils n'avaient pas pensé dans leurs rêves. Comme si on avait en nous une part médium par rapport à une vérité absolue. Et que donc, par exemple, on raconte l'histoire de la découverte de la pénicilline. Pas du tout dans ce Fleming, dans ce domaine qui travaillait. Il avait une culture de champignons. Puis paraît-il qu'il avait il s'était aperçu, en le laissant sur le bord de la fenêtre, qu'il y avait une zone sans culture, parce qu'il y avait un élément, un truc qui tuait la vie des champignons. Mais il n'a pas fait gaffe tout de suite, parce que son travail n'était pas orienté là-dessus. C'est que longtemps après, il s'est aperçu qu'il avait trouvé la pénicilline. Et d'ailleurs, le nom, c'est antibiotique, contre la vie. Et il s'apercevait qu'il y avait une substance inconnue qui était contre la vie. Mais il n'avait pas du tout pensé à ça, tu vois. Il l'a trouvé par hasard. Après, bien sûr, il s'est un peu excité. C'est la même chose. Donc, sans le savoir, tu fais des recherches dans un sens, et puis à côté, comme s'il y avait un malin gnome, un génie, si tu sais voir, si tu es assez attentif, qui te prend par la manche, tu crois que tu vas par là, mais c'est là que ça te trouve la vérité. Et c'est arrivé dans le monde scientifique 50 fois. Et quand même, c'est une bénédiction. Ce qui prouve que les recherches que tu fais, les recherches scientifiques, par exemple, tu cherches des exoplanètes et tout ça, tu cherches ce que tu as déjà imaginé. Sans ça, tu n'irais pas les chercher. La vérité est là, dans ce que tu n'arrives pas à formuler. Et donc tu vas toujours dans le même sens. Tu trouves ce que tu cherches. En réalité, la vérité, elle est sur les chemins de traverse. Quand tu t'y attends pas, elle te saute dessus. Si tu es malin, si tu es intelligent, et si tu as assez d'humilité, tu peux regarder. Sinon, tu es totalitaire. Et tu ne trouves pas au bout du compte. Quand j'ai une rencontre à faire, je dépêche d'abord mon ange gardien pour qu'il aille rencontrer l'ange gardien de mon... et il y a des anges gardiens de diplomates. Avant la rencontre, les anges gardiens de diplomates se sont déjà rencontrés. Ça facilite. Est-ce un risque d'être juif dans l'histoire aujourd'hui? Dans l'histoire de l'Occident, parce qu'en Orient, ils n'ont rien à foutre. Donc tu parles déjà d'un point de vue
de l'histoire qui a connu la chrétienté. Et donc, tu vois, le champ de ta question se ratatine. Je dirais, pour moi, j'ai une idée, tu sais que, pour moi, c'est la religion juive qui a enfanté, pour notre Occident, toutes nos recherches sur... c'est le Dieu inconnu, inconnaissable, et qui prend soin de son peuple. Avec des façons incompréhensibles, mais il guide. Tu vois. C'est fascinant parce que, après, les chrétiens, ils ont hérité de ça, les orthodoxes, les protestants. Sauf que, il s'est passé un truc, c'est l'incarnation. Et c'est pour ça qu'il y a un grand hiatus entre ceux qui croient que l'incarnation permet l'arrivée du Dieu sur la terre à travers l'homme, et les Juifs qui l'attendent encore. Ce Messie qui ne peut pas être humain, puisque leur Dieu est inconnaissable. Tu vois le malentendu qu'il peut y avoir, métaphysique. Encore que, on est les fils. On est les fils. La deuxième chose que je me suis dit toujours, parce que le mystère juif, c'est pourquoi l'antisémitisme? Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être simplement des disputes autour de Dieu. On te dit sociologiquement c'est les usuriers parce qu'on n'a pas le droit de toucher. Peut-être. Plus compliqué. Moi qui me pose des questions, je dis, tu vois Caïn et Abel, les Juifs, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas, ce sont les préposés à Dieu. C'est-à-dire c'est eux qui ont la ligne directe et qui sont les gardiens de cette ligne téléphonique. Alors on est jaloux. On dit, pourquoi eux pas moi? C'est Caïn, pourquoi son offrande n'est pas la mienne? Ça ne se discute pas la grâce. Et les préposés à Dieu, ça fait envie. Et moi aussi, j'aimerais être aimé. Et oui, j'aimerais bien être élu, moi aussi. Et donc, le malentendu, dans mon point, c'est peut-être naïf ce que je te raconte. Et regarde les Allemands. Gott mit uns, le Dieu avec moi. Tout le monde le réclame, l'amour de Dieu. Mais tu te rends compte que les Juifs se faisaient couper en rondelles pour l'an prochain à Jérusalem. Ils y croyaient, parce que c'est les préposés à Dieu. Je ne parle pas des marchands de tissus, du machin, du centre. Je te dis que profondément, la culture juive te dit, et il y a l'envie d'être aimé de Dieu, tu comprends? Et ils savent qu'ils sont porteurs de ça. Magnifique. Merci parce que moi, j'avais jamais pensé à ça. C'est magnifique. Tu es juif, toi? Non. Je suis chrétien. Enfin, je suis chrétien, je suis catholique. Pratiquant. À l'hôpital. Depuis 20 ans. Auprès des malades, du personnel médical et surtout des familles. J'ai dit apporter le poids. Voilà. On continue. Et ça, Mais ça t'a pas choqué, mon histoire? pas du tout. Le carré, l'offrande. Pas du tout, au contraire, je trouve ça très fort. Mais moi, je ne suis pas antisémite. Hein. Moi, je suis anti-rien d'ailleurs. Enfin, j'essaye. Quelquefois, je suis anti-moi ou anti-intelligent. Ça m'arrive, malheureusement. Mais parce que je suis humain. Je ne suis pas le seul à avoir dit. Moi, je suis très croyant, tu vois. Il n'y a qu'une seule créature qui habite la Terre, c'est l'humanité. Pas les hommes. Comment tu veux être anti, quoi? Si tu es antisémite, tu es anti contre toi. Puisque c'est ton frère. C'est ton frère parce qu'on n'a qu'un seul père. Okay. Qui es-tu comme magicien dans ce monde, Xavier? Le monde est magique. Je participe à la magie. Tout peut arriver, tout doit arriver. Des rencontres et le grand mystère de l'altérité qui est l'autre. C'est peut-être un ennemi redoutable, c'est peut-être, je ne sais pas encore qu'est-ce qu'il va avoir comme histoire.
avec ses malheurs, le poids de la vie. C'est peut-être quelqu'un de magique, exotique, charmant, pas forcément un salopard qui en veut à ma vie, ou qui veut me placer police d'assurance. Si tu veux, ça m'est venu sur le tard, comme médecin, de dire, on est tous sur le même schéma, un archétype. Et on a toujours les mêmes rôles, bien sûr. C'est comme aux échecs, tu vois. Tu as les pions, tu déplaces ta tour comme ça, ton fou comme ça, ton cavalier. D'accord, ça c'est obligé. Et tellement tu as une infinité de stratégies. Tu as les codes, toujours les mêmes, mais les stratégies, à l'infini. Les hommes se ressemblent, ils ont toujours les mêmes. Bon, il y a la libido, la force tellurique de la vie, en somme. Monsieur Freud était très, très bien renseigné là-dessus. Mais avec cette force et cette énergie, tu as toutes les constructions possibles de pouvoir, d'art, de rencontres. Tu peux la transformer, cette force tellurique. Elle sert aussi à la libido, elle sert aussi à la sexualité, à la reproduction, elle sert aussi à la vigueur de la vie, quoi. Et de l'art, et de la compréhension, et de la joie, enfin. Et donc on s'en arrange avec ça. Tu vois, qu'est-ce comme dans le livre, toutes les nuances de gris, mais moi je lis toutes les nuances des couleurs de l'arc-en-ciel. Que voudrais-tu voir se réaliser encore au travers de toi et au-delà de toi, Xavier, dans ce monde? Tu sais, j'ai 80 ans. C'est-à-dire j'ai parcouru mes saisons. C'est l'âge médian ou moyen de la mort des hommes masculins. Les femmes vivent un petit peu plus petit. Et donc, dans la Bible, il dit « Il mourut gavé d'ans, rassasié d'ans. » J'ai eu ma part, tu sais, et j'aimerais avoir la même... accueillir la mort, la bénissant, tu vois. Mais c'est pas gagné. Puisque je l'attends avec... j'espère sérénité, mais pas savoir au dernier moment si je m'accrocherai. Et je voudrais bien qu'elle se réalise comme je l'espère, à travers moi. J'ai acquis une sagesse et une compréhension du monde subjectif. Je me dis, il n'y a pas de vérité au monde, et c'est ça la joie d'être, et l'honneur d'être dans ce monde, c'est que tu n'as pas une vérité établie. Tu as ce que ton chemin t'a fait voir. Mais il y a plein de choses qu'il ne t'a pas fait voir. Tu n'as qu'une vie, il faut voir. Enfin, tu n'as qu'un moment de vie. Il m'a été donné d'en décrypter quelque chose. J'aimerais quitter la terre en la bénissant. Voilà, pas en la regrettant. Et c'est encore un petit chemin, tu vois, encore un petit chemin. Et je voudrais aussi que les jeunes types comprennent qu'on est dans une crise et que ça va être leur tour d'entrer en scène et qu'ils acceptent d'entrer en scène avec les incertitudes, avec le poids de l'inconnu, quoi. Et la violence de ce qu'ils auront à affronter et les risques qu'il va falloir prendre. Je voudrais que ça se réalise. Et très souvent, je le dis dans mes cours, mais il faut aller sur la pointe des pieds, parce que quand tu parles comme ça, tu dis tiens, viens l'autre con, j'ai un curé. Non, je ne suis pas un curé. C'est un homme qui a traversé la vie avec ses incertitudes. J'arrive, je ne suis pas fini, je ne suis pas prêt. La mort vient, mais bon, je prendrai. Mais j'ai pas tout dit. Tout homme est inachevé. Tout homme est inachevé. Xavier, selon, je ne sais pas si tu connais Christiane Singer, que moi j'ai eu la grâce de connaître avant qu'elle s'envole, cet écrivain extraordinaire. Elle a dit cette très belle phrase qui dit « La seule bonne mesure est celle d'aimer exagérément ». Mais selon ton livre,
si l'homme n'est pas la mesure de l'homme, quelle est alors la bonne mesure de l'homme, Xavier? Alors, c'est l'homme matériel. Bon, il a toujours tendance à vouloir mesurer par rapport à lui. Mais ça marche. Mais l'homme, je vais citer curieusement un socialiste, c'est pas ma tasse de thé, mais c'était Jean Jaurès. Mais devant l'univers infini et géant, on est quoi? De la poussière, peut-être. Mais l'esprit peut remplir l'univers. Et la mesure de l'homme est incommensurable, puisque ce que je crois, il n'y a pas eu de moment zéro dans l'infini, ça peut exister. Mais il y a des rebonds où la matière a été créée, mais la matière c'est de l'énergie c'est de l'information, et l'univers pense, si je pense, et si moi j'aime, je sais aimer, l'univers est amour. Et donc je ne vois pas quelle est l'autre mesure, sinon d'être à la mesure du cosmos dans l'univers, et de savoir le reconnaître. Et petit à petit on s'aperçoit, c'est pour ça que je suis plein d'espérance, malgré les ordres du monde et la violence, on s'aperçoit que, par exemple, avec la physique quantique, avec David Bohm, par exemple, on s'aperçoit, les gens rejoignent les pensées orientales. Le monde n'est qu'une illusion. Le monde hologramme. Hologramme de quoi? Eh bien, subquantique, c'est-à-dire infiniment petit, il y a une information qui se réalise, comme si l'univers c'était une matière de potier, hein, au lieu d'avoir de la glaise, il y avait l'esprit, et tout peut arriver. Quelle est la mesure de l'homme là-dedans? Lui qui est un essai de ce tissu cosmique va disparaître. Les animaux, l'esprit ne peut pas. Et l'homme est d'abord l'esprit immortel. Si on dit j'ai une âme immortelle, comment peut être ma mesure de l'immortalité de l'infini? Donc la question est mal posée. Bien sûr que tout le monde en rêve. Je veux dire, par exemple, le communiste, là où il était convaincant, c'est par les militants qui y croyaient, qui apportaient de l'espoir. Et on rêve tous de la communion des saints. Sauf que les fraternités qu'on nous propose, la franc-maçonnerie, le communisme, tout ce qu'on veut, c'est le miroir truqué du diable qui truque la communion des saints. Mais elle n'est pas de ce monde. Mais quand même, tout le monde a cette aspiration de fraternité. Et comment on l'aurait pas? Tout le monde s'appelle camarade, compagnon, frère, on le veut. Mais c'est comme ton paquebot. Il passe, on sur le côté, on produit bien quelque chose, des vagues, mais la fraternité, elle n'est pas pour le moment. Je ne dis pas qu'elle ne s'incarnera pas. Elle s'incarnera. Il faudrait d'abord que les frères soient prêts quand même. Partages-tu la vision de Jean Vanier? Chaque personne est une histoire sacrée. Oui. Là, ça ne discute pas. Il le prouve. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer aujourd'hui? De vivre. Mais quand la mort viendra, elle sera bien accueillie. Et c'est pas du tout, mais là vraiment pas du tout une coquetterie. C'est quand métaphysiquement t'es avancé, tu dis bon, l'aventure continue, je ne serai plus incarné, je suis une vieille âme qui va continuer son chemin. Voilà. Donc ouais, ça continue, et puis quand ça voudra, ça sera autre chose. Mais dans le tour, Catherine, tu sais, elle avait ce côté slave, ce côté juif, ce côté tout ce qu'on veut. Donc métaphysique. Donc il y avait un petit fil qui la reliait à Dieu. Ah, qui est appelé Dieu. L'organisme le sait très profondément que c'est le bon choix de mourir à ce moment-là. Il y a des signaux, des phéromones de mort qui arrivent et qui semblent. As-tu un défaut dont tu souffres, Xavier? Ah oui.
parlais de panache. Je suis un homme humble, mais parce que humble, orgueilleux. Et c'est pas du tout un paradoxe. L'orgueil de mon humilité. Je suis enchaîné à ma liberté, si on peut s'amuser avec les paradoxes. Voilà, ça c'est le défaut, d'ailleurs, qui m'enchaîne à la terre. C'est dur. Cette liberté, c'est l'intention positive qui se cache derrière ton défaut? La liberté, c'est le jeu sacré de l'esprit. Je dis bien sacré parce qu'il nous a été donné. Liberté du jeu, c'est-à-dire d'avoir tout l'éventail de choix et de possibilités. On va dire, Heisenberg l'appelle le principe d'incertitude. Qui va guider mes choix, c'est ça ma liberté. Bon, je vais être guidé, qui je choisis? Est-ce que c'est la providence, c'est moi? Est-ce que c'est mon expérience, c'est mon orgueil? Quand Bernanos, dans le journal d'un curé de campagne, dit « Tout est grâce, quoi qu'on fasse ». En parlant de Bernanos, est-ce que tu as d'autres mentors et quel message te porte-t-il? Alors, c'est marrant parce que j'ai eu un maître dans l'action que je reconnais. Je ne suis pas un grand humaniste, j'étais viril et orgueilleux, mais qui m'a appris les raisonnements de l'action. Donc j'ai eu un maître. C'est pas grandiose, mais j'ai eu plein de pistes qui m'ont été données. Et ceux qui m'ont accompagné, c'est comme si tu veux, la boule dans les balles, elle tourne, les lumières, tu as des rayons partout. Et j'ai eu ces rayons-là qui venaient aussi bien d'Arthur Koestler, de Joseph Kessel, de Jung, même le pauvre Freud. Mais tu vois, tu as des bribes de lumière, la boule tourne dans ta danse à toi, quoi. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas, Xavier? J'apprenne, pas fini. J'ai compris, petit à petit, pas de l'amour supernaturel, pas de l'amour qui va, bien sûr que j'ai la passion, l'amour, la camaraderie, selon t'as l'amour mystique, l'amitié, l'amour de la mère et de l'enfant, t'as tous les rayons. L'agapé. L'agapé. Eros et agapé, bien sûr. Mais c'est pas cet amour-là. C'est-à-dire, c'est comme quand tu dis, voilà, l'hostie, est-ce que tu crois à la présence réelle? La réponse est oui. Mais c'est quoi? C'est la transsubstantation. Et c'est-à-dire, eh bien, comprenne qui pourra. Et moi, à la transhumanisation. C'est au-delà de l'homme, il y a l'homme. Il n'y a pas le surhomme de Nietzsche, l'homme cosmique de Dieu, de Jésus. Et donc, l'amour supernaturel, c'est ce qui me lie forcément, que je le veuille ou que je ne veuille pas, à l'autre, qui me lie à mon voisin. Alors, il y a des liens, plus ou moins, mais c'est à moi de chercher. Faut-il tout oser demander dans la vie? Oui. Pourquoi as-tu accepté ma demande d'interview avec cette simplicité, Xavier? Je suis copain avec Moiti, ça pouvait pas être mauvais. Et si quelque part ça pouvait lui faire plaisir, c'est oui. En parlant de ces jeunes qui doivent prendre leurs risques, si tu devais, si tu acceptais de leur faire par gentillesse un cadeau, compte tenu de ton expérience, de ce butinage utile, qu'est-ce que tu leur laisserais comme message? Je ne sais pas si c'est comme conseil, mais qu'est-ce que tu pourrais dire dans le cadre de ce livre qui s'appelle Risque de chance, qui est de transformer la crise en opportunité? Qu'est-ce que tu pourrais leur laisser comme message? Je le répète, je te l'ai déjà dit, après tout, pourquoi pas? Allons-y.
Donc c'est quoi le plus beau risque dans la vie en un mot? C'est risquer sa vie, c'est évident. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. As-tu un secret à me confier? C'est que tu avais préparé cette sortie-là et qu'elle n'est pas spontanée. As-tu une dernière question? Non, je voudrais que tu remarques que c'est l'état de ma propre agitation brownienne de mon cœur et de mon esprit que je t'ai livré. Et que c'est un exercice de loyauté que je t'ai fait. Je suis content qu'il y ait eu Suzanne, si j'ose dire vieux compagnon, parce que à ce stade on est asexué. Pardon pour te dire ça, tu m'as tellement accompagné dans les épreuves. Donc urgentiste. Mais quand elle sent que la situation est compliquée, elle se bat pendant des heures au téléphone pour essayer. Elle a sauvé des gens du suicide. Elle n'a pas raccroché. Elle dit mais dites-moi, attendez. Il faut lire son livre d'ailleurs. Maintenant elle dit qu'elle n'a rien à dire. C'est un scandale. Suzanne, tout est écrit. Mais est-ce que vous voulez quand même bien nous dire ce qui n'est... Parce que c'est pas la même chose que de lire ce qui est écrit que d'entendre aussi. Et puis Xavier nous propose que vous nous livriez quelque chose après sa propre interview. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Rien. J'ai quelque chose de faire un super métier et que j'arrive à soigner avec quelques mots par téléphone, c'est génial. C'est tout. Et qu'elle apporte l'espérance à des gens qui sont... où tout le monde aurait abandonné. Et pas elle. Elle n'abandonne jamais. Jamais. Vous soignez par téléphone? Oui. Comment? Elle a été tellement sur le terrain. Non, mais moi j'ai beaucoup fait de terrain et puis maintenant par téléphone, quand les gens appellent, je les vois. Je vois leur adresse, je vois leur âge et je les vois. Et c'est plus facile et puis ils me confient un problème et j'essaie de trouver une solution. Quand c'est très grave, c'est facile de trouver la solution, on envoie une petite salut. Puis des fois c'est moins grave, on a l'impression que c'est pas grave et puis finalement il y a une grande solitude, une grande détresse. Et puis avec 2-3 questions simples, on arrive à percer ça. C'est vraiment, comment dirais-je, le fait d'être médecin c'est un sacré plus. Je ne donne jamais mon nom. Je suis docteur du SAMU et je comprends. Des fois ils éclatent en sanglots. Je me dis ce que vous faites c'est trop dur, papa on va vous aider. Et hier j'avais une dame de 70 ans qui s'occupe à la fois de sa mère qui a 90 ans et de sa tante qui avait aussi 90 ans. 2 personnes très âgées à domicile, sans aucune aide. Et hier, d'un coup, je lui ai dit qu'elle était passée, qu'on allait l'aider, je lui ai mis en contact, j'ai appelé moi-même. Et c'est vrai qu'à la fin, elle était vraiment heureuse, elle voyait notre horizon s'ouvrir. J'ai passé juste de coups de fil, c'est simple. Mais c'est, comment dirais-je, ça m'a fait plaisir de faire ça. J'ai la chance de faire ce métier. Ouais. Bravo. Et vous, votre contribution au monde, alors en faisant ça, Suzanne, c'est quoi? Tisser des petits liens. Je vois pas grand-chose. C'est tellement petites choses mais qui peuvent faire avoir un grand effet que c'est dommage que tout le monde ne fasse pareil. Mon but c'est que tous les médecins qui fassent ce métier prennent le temps de faire ça. Ça ne prend pas beaucoup de temps et ça peut tout changer pour les gens qui appellent. Vous en formez des médecins, vous en accompagnez? J'en montre ce que je fais, j'essaie de les convaincre et puis plus ça va, plus ils se rendent compte que c'est facile et que ça vaut vraiment le temps. Une grande pédagogue. Grande pédagogue. Mais tu vois, elle est tellement modeste et je t'en dirai pas plus. Merci vraiment à tous les deux.